Bonjour, mon nom est Marc Listopade. Merci d'avoir choisi BM Sport Distribution pour votre formation sur le tannage de fourrure. BM Sport Distribution, c'est un centre de distribution pour les produits de tannage et pour le matériel de taxidermie également depuis 1988. J'en suis le propriétaire depuis 2010, mais c'est en 2012 qu'on a décidé d'élargir la gamme de produits de tannage. Depuis ce temps, on produit nos huiles, nos savons, nos kits de tannage également. Tout ça dans le but de rendre disponible le plus de produits canadiens possible afin de faire baisser la facture de la transformation des fourrures. Même si on va utiliser des produits chimiques pour faire notre tannage, n'ayez crainte, vous n'avez pas besoin d'être des calés en chimie. On va vous vulgariser ça assez simplement afin que tout le monde comprenne. Ça fait quand même quelques années qu'on donne la formation et puis il n'y a encore personne qui est parti en courant parce qu'il n'avait rien compris de la formation. Alors ça devrait super bien aller. De plus, lorsque vous vous êtes inscrit à cette formation, vous avez eu l'option de vous télécharger en format PDF un document sur lequel vous allez pouvoir facilement suivre tout ce qu'on va vous expliquer pendant cette formation. Parmi les objectifs que j'aimerais atteindre avec vous aujourd'hui, cette formation-là, vous devez tout d'abord savoir qu'elle a été construite par vos questions, les questions qu'on recevait, surtout par téléphone. Alors, on va essayer de répondre le plus possible aux questions qui nous sont souvent posées. Ensuite de ça, la formation comme telle a été construite aussi pour des hobbyistes, des gens qui vont en faire une fois de temps en temps, et aussi pour les tanneurs d'expérience. Alors, pour les hobbyistes, nous, ce qu'on veut atteindre comme objectif avec vous, c'est de vous rendre autonome. À la fin de la formation, on veut que vous soyez capable de faire votre propre tannage tout seul. Pour les tanneurs d'expérience, vous allez venir chercher probablement des techniques différentes ou encore des choses que vous ne saviez pas, que vous faisiez, mais que vous ne saviez pas pourquoi vous les faisiez. Alors, on va essayer de vous faire comprendre ces petits détails-là. Autre objectif, on aimerait ça vous démontrer que finalement, il y a une panoplie de recettes de tannage. Présentement, ce qui court sur le fil Internet, je vous dirais que c'est toujours la même recette. Nous, on va vous prouver que finalement, il y a plusieurs façons de faire du tannage avec des produits chimiques. Autre objectif, par le fait qu'on va vous montrer qu'il y a plusieurs recettes, on va également vous montrer qu'il y a plusieurs produits. On veut vous remettre à jour avec les produits d'aujourd'hui, des produits qui sont beaucoup plus performants que ce qu'on retrouve présentement sur Internet. On va vous parler brièvement là, de sécurité et de protection. Petit conseil de protection, le masque complet. On l'utilise pour les émanations parce qu'on va travailler avec des produits qui vont dégager certaines odeurs quand même assez fortes. Alors, les filtres ici vont nous protéger contre les émanations, vont nous protéger également contre la poussière parce que les produits qui sont en poudre, la plupart du temps, les gens ne voient pas ce qui circule dans l'air, mais il y a quand même de la micro-poussière qu'on peut respirer, alors les filtres vont nous protéger. Pour ce qui est de la visière, les éclaboussures, alors on va travailler quand même avec des produits avec des pH qui sont quand même relativement bas. Alors ça peut être dangereux de recevoir des gouttelettes d'acide, disons, dans les yeux. Alors on est protégé avec la visière. Des gants, et ça c'est mes vieux gants, désolé, j'avais rien d'autre. Des vieux gants de caoutchouc. Les gants, eux autres vont vous protéger contre l'assèchement de la peau. Comme je vous disais tantôt, on travaille avec des produits quand même relativement acides. Ça peut causer de l'assèchement de la peau. Étant donné qu'on travaille souvent avec des couteaux, les taxidermistes, les tanneurs ont souvent des blessures, des coupures aux mains. On va aller jouer dans des solutions qui sont souillées. On veut pas, c'est pas toujours propre là, dans les solutions dans lesquelles on joue. Alors, de protéger nos mains de ces coupures-là pour aller jouer dans des solutions qui sont souillées pour éviter qu'il y ait contamination et puis des gros problèmes. Dernière chose pour qu'on puisse commencer tout sur la même longueur d'onde, qu'il n'y ait pas de malentendu. Je sais qu'il y a certaines personnes qui travaillent en gallons.
Alors, des gallons, pour nous ici, il y a des gallons américains, il y a des gallons impériaux. Un gallon, chez nous, c'est 128 onces ou 4 litres. Donc là, quand on va vous parler de gallons pendant nos recettes, parce qu'on va voir, comme je vous disais, plein de recettes, on va vous demander donc un gallon égale 4 litres. Pour ce qui est des poudres, toutes nos poudres seront pesées. Je sais qu'on peut mesurer des poudres dans des verres gradués, mais nous, nos poudres vont être pesées. Pour ce qui est des liquides, eux vont être mesurés dans des verres gradués, que ce soit en onces ou en millilitres. Alors, on débute notre formation officiellement avec l'étape de la structure de la peau. Je vais vous expliquer comment est structurée la peau. La peau est structurée en étages. Alors, moi, c'est important que vous compreniez, même si c'est assez théorique, là, je veux que vous compreniez comment c'est structuré pour que vous puissiez savoir ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de transformer de la peau en cuir. Alors, on va s'organiser pour savoir vraiment ce qu'on fait avec ce petit schéma-là qui est quand même assez basique. C'est sûr que si vous avez des dermatologues dans votre famille, ils vont vous dire c'est bien plus compliqué que ça, une structure de peau. C'est correct, c'est vrai. Mais moi, je me suis organisé, je vous l'ai dit tantôt, on a démocratisé ça pour rendre ça facile que vous puissiez comprendre. Alors, on va commencer par lire, nous autres, on va toujours lire notre schéma de bas en haut. Alors, l'étape du bas, l'étage du bas plutôt, désolé, ça se trouve à être la chair, le gras, la viande de l'animal. Alors ça, c'est une partie que nous, on va dégraisser. Ça se trouve être l'étape de dégraissage en fin de compte. On va l'enlever, cette partie-là, si on veut bien faire notre tannage, notre piclage. Alors tout ça, il faut que ça débarrasse. Pour ce faire, on va utiliser un couteau, un scalpel, un grattoir. Bref, utiliser l'outil avec lequel vous êtes hyper confortable. Vous allez devoir utiliser de toute façon un ou deux outils dans des endroits plus petits. Vous allez avoir besoin des plus petits outils. L'important, c'est que vous utilisiez l'outil avec lequel vous êtes confortable. Le deuxième étage, c'est hypoderme. L'hypoderme, ça se trouve être la partie fibreuse qui va donner de la force à votre cuir. Nous, tout au long de notre processus, on va faire gonfler cette partie-là. On la fait gonfler dans le but, après ça, de l'amincir, soit de la moitié ou du 2/3, sans jamais aller toucher à cet étage-là, qui se trouve à être le derme, car si on va toucher à cet étage-là, on peut causer une perte de poil. Comme vous pouvez voir, on a la racine du poil qui fait partie du derme, alors on ne veut pas aller atteindre ça. Mais, comme je vous dis, là, on fait gonfler cette partie-là à plusieurs reprises pendant notre processus pour en enlever une couche de temps en temps afin de rendre notre cuir éventuellement souple et quand même fort. Le derme, c'est la section qui va se faire attaquer malheureusement le plus par les bactéries parce que dans la racine du poil se trouve la nourriture pour les bactéries. Alors, c'est cette section-là qui va se faire attaquer par les bactéries. Ce qu'il faut également savoir par rapport à cette section-là, c'est qu'une peau qui est non tannée ou partiellement tannée va éventuellement rétrécir ou s'assécher. Je vous dis ça présentement pour en venir à quelque chose éventuellement. Il y a des produits qui, malheureusement, ne se rendent pas là. Alors, tantôt, on les verra, mais là, je vous dis que pour l'instant, là, une peau qui est non tannée ou partiellement tannée, vous allez avoir des problèmes éventuellement avec les années. C'est également la dernière couche qui va recevoir les produits chimiques. Alors, si vous m'avez suivi, ça veut dire que le tannage va s'en aller dans le sens de notre lecture qu'on vient de faire. On va tanner de bas en haut. Pourquoi? Parce que la dernière couche ici, ça se trouve à être l'épiderme. Et puis, l'épiderme est composé d'une kératine molle. On est moins familier avec la kératine molle, on est plus que familier, disons, avec la kératine dure. La kératine dure, mettons, c'est des ongles, c'est des cheveux, c'est des poils. Un panache de chevreuil, c'est fait de kératine. Alors, on est plus familier avec la kératine dure, mais dans ce cas-ci, c'est une kératine molle qui protège l'animal de son vivant, mais également
après sa mort, parce que ça forme une espèce de barrière pour nos produits chimiques. Donc, nos produits chimiques ne rentrent pas dans ce sens-là, nos produits chimiques rentrent dans ce sens-là. Alors, plus on avance, plus on est dans le vif du sujet. On est rendu à démystifier le pH. Qu'est-ce que c'est que le pH? Le pH, c'est le potentiel d'hydrogène d'une solution. Ce que vous devez savoir en fin de compte, c'est que c'est une unité de mesure pour le degré d'acidité ou d'alcalinité d'une solution. C'est basé sur une échelle de 0 à 14, 0 étant une solution qui va être très très acide et 14 étant une solution qui sera alcaline ou basique selon le terme que vous désirez utiliser. 7 donc sera un pH neutre. On vous recommande d'utiliser des niveaux de pH pour des solutions de piclage qui vont se situer entre 1,5 et 2,5. Là, je sais que présentement, ça ne vous dit pas grand-chose ce que c'est qu'un piclage, mais ça, on va y revenir plus tard, avec nos recettes qu'on va voir ensemble. Pour nos solutions de tannage, notre pH devra se situer tout le temps entre 3,5 et 4,5 environ. Pour tester ce pH-là, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser des bandelettes. Pourquoi on utilise des bandelettes et non un testeur électronique? Simplement parce qu'avec l'expérience, les testeurs électroniques, c'est la source de tous les problèmes. Même s'il y a des gens qui travaillent avec ça régulièrement, ils m'appellent, ces gens-là, ils disent « Je ne suis pas capable de descendre mon pH, comment ça se fait que je ne suis pas capable de descendre mon pH? Est-ce que mon acide est plus bonne? » Non. La plupart du temps, le problème, c'est le testeur de pH électronique. Alors, des bandelettes, ça ne coûte pas cher, puis c'est précis. Alors, équipez-vous de ça, vous n'aurez pas de problème parce que c'est super important d'avoir le bon pH dans chacune de nos solutions. On va taper sur le clou longtemps et souvent avec ça parce que si vous n'avez pas le bon pH, c'est dangereux. Ça tombe dangereux pour la qualité de vos fourrures, la qualité de votre cuir. Alors, je vais être bien sévère avec ça, que vos pH soient le plus précis possible. Dans les papiers bandelettes que je vous parlais, il y a des papiers disponibles de 0 à 3. Ça, on va surtout les utiliser, ceux-là, pour notre piclage dans notre cas, parce que de 0 à 3, c'est très précis. On a aussi des bandelettes de 0 à 6 qui testent de 0 à 6. Donc, celui-là est un petit peu plus polyvalent. On va pouvoir l'utiliser également pour notre bassin de tannage. Puis encore, dans la plus grande polyvalence, il y a le 0,13, mais qui dit polyvalence dit aussi moins de précision. Alors, je vous conseille peut-être un 0,3 et un 0,6 si vous voulez vraiment être précis avec vos solutions, autant dans le bassin de tannage que dans le bassin de piclage. Ensuite de ça, j'aimerais vous parler aussi d'un autre test qu'on peut faire. Ça se trouve être le test de salinomètre, le taux de salinité dans vos bassins. On a le salinomètre qui est très facile à utiliser, qui va pouvoir vous aider à garder votre bon niveau de sel dans chacun de vos bassins. Vous allez voir, c'est très simple à utiliser. On n'a qu'à déposer la pipette dans le bassin d'eau et puis le niveau gradué va nous dire exactement le pourcentage de salinité qu'il y a dans chacun de nos bassins. Dans le prochain bloc, on va voir qu'on peut tanner une peau brute et on peut tanner aussi une peau salée. On va voir les différences, les avantages et les inconvénients. Alors, on va commencer avec les avantages de tanner une peau brute. Le premier avantage, c'est, étant donné qu'on va submerger la peau directement après l'avoir dégraissée, naturellement, on va la plonger directement dans notre bassin de piclage. On va assurément arrêter toutes les bactéries qui sont en train de peut-être vouloir travailler sur notre peau parce qu'il n'y a aucune bactérie qui est capable de survivre avec un pH aussi bas que dans un piclage, un bassin de piclage. Donc, ça, c'est déjà un gros avantage. L'autre avantage, c'est souvent on dit « Pourquoi remettre à demain ce qu'on est capable de faire aujourd'hui? » Alors, on dégraisse et on met tout de suite nos peaux dans la solution de piclage et déjà, le processus est commencé.
Et puis, le troisième avantage, c'est qu'on va sauver une étape qui se trouve à être la réhydratation. Vous allez comprendre tantôt pourquoi. C'est qu'une peau qui est salée, on doit la réhydrater. Donc, celle-là n'est pas réhydratée. On n'a pas à la réhydrater parce qu'on a commencé tout de suite avec une peau brute. Donc, on sauve une étape. Pour ce qui est des inconvénients, par contre, de commencer tout de suite avec une peau brute, c'est plus difficile de gérer nos temps de trempage dans les bassins. De garder le même pH, le même niveau de salinité. Pourquoi je vous dis ça? Je vous explique, je vous fais une espèce de petit pattern. Par exemple, si dans votre shop, vous recevez, mettons, le lundi, un client qui va vous apporter une peau d'ours. Vous dégraissez la peau, vous la mettez dans votre bassin de piclage. Parfait, tout va bien. Alors, le lundi soir, même chose, un autre client qui vous amène une autre peau d'ours, alors vous la dégraissez et vous la mettez également avec la peau du lundi matin dans votre bassin. Là, on est rendu avec deux peaux dans le bassin et on peut continuer notre exemple comme ça plusieurs fois, mais il faut se souvenir que la peau du lundi matin, elle a un temps de trempage qui va être un petit peu plus élevé que la peau du lundi soir. Elle va avoir 8 heures de trempage de plus. Alors, pour certaines personnes, ça devient un inconvénient un peu de devoir gérer le temps de trempage de chacune des peaux. Puis il ne faut pas oublier aussi que chacune des peaux dans ce bassin-là va absorber du sel, va absorber de l'acidité. Alors, de devoir gérer aussi des taux de salinité et de pH, ça peut devenir problématique pour certaines personnes, mais il y en a d'autres qui gèrent très, très bien ça. Alors, allez-y selon ce que vous êtes capable de gérer pour ce qui est des peaux brutes comme ça. Autre inconvénient, c'est qu'on va avoir besoin de plus de place dans nos congélateurs parce qu'une fois que notre tannage sera terminé, si on n'a pas d'espace pour... si on ne monte pas, par exemple, pour un taxidermiste, on va tanner une peau d'un cape de chevreuil, on va en tanner 3-4 même, mais on ne peut pas toutes les monter en les sortant des bassins. Alors, il va falloir nécessairement remettre ça au congélateur le temps qu'on soit prêt à monter notre tête de chevreuil. Alors ça peut être un petit peu un inconvénient aussi. Pour ce qui est des peaux salées, les avantages, ça prend moins d'espace au congélateur. Pourquoi? Parce qu'une peau salée, là, une fois que c'est salé, on peut la prendre, l'accrocher au plafond. On peut la laisser là pendant une douzaine de mois si vous voulez, peut-être même plus. Mais on n'a pas besoin d'encombrer notre congélateur de cette façon-là. Ça permet également de gérer votre agenda de tannage. Pourquoi? Parce que là, comme je vous disais, on a toutes nos capes de chevreuil, exemple, d'accrocher au plafond. Et puis, on décide, bon, cette semaine, j'ai le temps. J'ai le temps de faire du tannage. Alors, je me décroche 3, 4, 5 capes de chevreuil. Et puis, je pars un bassin. Puis là, je suis capable de gérer mon agenda selon la recette que j'aurais pris. Je sais que telle étape prend tant de jours, telle étape prend tant de jours, tant d'heures. Alors, on est capable de gérer plus facilement de cette façon-là. Le salage, un autre avantage du salage, c'est que c'est un pré-tannage. Peu de gens savent ça, mais le fait de sortir l'eau de la peau sert aussi de pré-tannage à une peau. Ça va resserrer le grain du cuir sur le poil. Ça va faire donc des fourrures qui sont plus solides. C'est tellement important pour le chevreuil qui est un poil quand même très sensible. Alors, pour ceux qui font du chevreuil, les taxidermistes entre autres, je vous conseille fortement le salage de vos peaux. Parmi les inconvénients, par contre, il y a des inconvénients, il n'y a pas juste des avantages pour une peau salée. Étant donné qu'on sale les peaux, ça coûte un peu plus cher en sel. C'est une étape de plus. Alors, ça va nous coûter plus cher en sel parce qu'on ne peut pas réutiliser ça des fois. Ça ajoute également une étape, sinon deux, je vous dirais. L'étape du salage étant une étape. Et une autre étape qu'on va ajouter, celle de la réhydratation, parce que ces peaux-là devront être réhydratées pour permettre après ça les autres étapes de bien fonctionner. Un autre inconvénient, celui du risque, le risque de faire chauffer les peaux.
juste si c'est mal salé, par contre. Si vous n'êtes pas à l'aise à saler des pots, ça se peut qu'il y ait des problèmes parce qu'il faut absolument que vous en mettiez partout du sel, mais vraiment partout. Sans ça, une peau qui est mal salée va assurément avoir des pertes de poils éventuellement. Et également, comme je vous disais tantôt, le salage de peau fait sortir l'eau de la peau. Il ne faut pas que notre fourrure baigne dans cette eau-là parce que les microbes, les bactéries plutôt, se développent dans l'eau. Alors, si l'eau qui est sortie de cette peau-là fait en sorte que notre peau trempe dans l'eau, on peut avoir de sérieux problèmes là, avec de bactéries et de perte de poils. Maintenant, j'aimerais ça voir avec vous toutes les étapes qu'on va avoir à suivre ensemble pour les modules qui s'en viennent. Certaines étapes sont optionnelles, d'autres sont obligatoires, mais peu importe, chacune des étapes, on va les voir en détail ensemble. Mais là, je veux vous montrer vers quoi on s'en va. Toutes les étapes qu'on peut faire et certaines qu'on doit faire pour que vous compreniez un petit peu vers quoi qu'on s'en va. Là. Je vais vous montrer le schéma global. Après ça, on va voir ça en détail. Alors, la première étape à suivre serait la réhydratation ou le reverdissage, dépendamment du vocabulaire que vous décidez utiliser. Naturellement, ça, ce n'est pas une étape qui va être obligatoire. C'est juste si vous avez salé des peaux ou si vous avez des peaux qui auront été séchées sur fût, comme ça. Si ces peaux-là ont été séchées ou salées, on va avoir besoin absolument de reverdissage. La deuxième étape serait l'étape du piclage ou le bain d'acide, selon comment vous l'appelez. On va sortir la peau à ce qu'on appelle la mi-trempe. Donc, si je vous donne un exemple, si il faut faire tremper notre peau pendant une journée de temps, donc au bout de 4 heures, on va la sortir, on va amincir notre peau et on va la retourner au bassin. Ensuite de ça, il y a une étape qui est optionnelle qui se trouve à être le pré-tannage au bain d'Alain. On va en parler tantôt en détail, mais comme je vous dis, c'est une étape qui est optionnelle. Le tannage comme tel, on s'en doute, c'est obligatoire. On n'a pas le choix. Celle-là, faudra y passer, mais ce sera un peu le même processus que pour ce qui est du bassin de piclage. À mi-trempe, on sort les peaux du bassin, on laisse égoutter, on amincit la peau et puis on retourne la peau au bassin. Ensuite de ça, il y a une étape qui est optionnelle, celle du retannage. On va voir des recettes également pour ça. Neutralisation, l'étape de la neutralisation, très, très, très importante et malheureusement méconnue ou inconnue pour certaines personnes. Alors, on va voir ensemble et je vais vraiment là, insister sur cette étape-là, l'importance de cette étape-là, la neutralisation. Par la suite, on va voir aussi le lavage, le rinçage des peaux et aussi la dernière étape qui pourrait être le huilage dans le cas des peaux qu'on appelle des peaux finies. Alors, on va entamer l'étape des recettes. Je serai donc votre Ricardo du tannage pendant quelques instants. Alors, on va commencer avec le reverdissage des peaux, la réhydratation, qui n'est pas une étape obligatoire, à moins que vous ayez salé ou fait sécher vos peaux sur fût. Alors là, on n'a pas le choix, il faut absolument réhydrater nos peaux. Pour ce faire, on a des solutions plus fortes, moins fortes. Alors, on va commencer avec la solution de base. La solution de base, prenez-vous une note que celle-ci, on peut l'utiliser pour les peaux qui sont salées depuis moins de 12 mois. La solution de base sera suffisante. Donc, dans cette solution-là, on va ajouter 70 ml de BM Antibac, 70 ml de BM 4 en 1, ou si vous préférez, vous pouvez également utiliser le savon Safuron dans 10 gallons d'eau. Et puis, on va laisser tremper pendant une nuit de temps. Ça devrait être suffisant pour ce type de peau-là. Autre solution pour ce type de peau salée depuis moins de 12 mois, il y aurait 2,5 livres de sel en ajoutant un once et quart de Skin Prep NBU.
Et on ajoute également 5 onces d'un produit qui s'appelle le Relax R. On laisse tremper une nuit et ça devrait être suffisant, tout ça mélangé dans 10 gallons d'eau. Pour ce qui est de la solution de Prestige, elle, on va l'utiliser pour des peaux qui sont salées depuis plus de 12 mois, pour des peaux également qui auront été séchées sur fût, ou bien, si vous avez l'occasion d'avoir ça à votre atelier, des peaux qui vous proviennent de l'Afrique. Les peaux qui proviennent de l'Afrique sont hyper déshydratées. C'est dur, dur, dur comme le comptoir ici. Alors, vous avez besoin de produits hyper performants et dans cette solution-là, vous les avez, les produits performants pour réhydrater ce type de peau-là. Dans 10 gallons d'eau, on va mélanger une demi-livre de Nitro Plus, 35 ml de BM 4 en 1, 2 onces de dégracide, 4 onces d'enzymol, et puis on va laisser tremper nos peaux entre 4 heures et 72 heures. Là, c'est vous qui allez gérer la souplesse un peu de chacune des peaux là, pour savoir si elle a besoin de plus ou de moins de trempage, là. Alors, ça sera à vous de gérer ce temps de trempage-là selon ce que vous verrez dans votre baril sur les peaux. Les peaux qui sont séchées, on va toujours vous suggérer de commencer pour les plonger dans votre baril par la tête. On va plonger les têtes en premier dans le baril. C'est ça qui est le plus solide, le plus raide, le plus difficile à réhydrater. Alors, on va commencer par la tête et on ne forcera jamais les peaux. On ne poussera pas dessus pour les forcer à rentrer. Prenons le temps. Prenons le temps qu'elles se ramollissent naturellement. Sans ça, on va briser, on va endommager le cuir, on va endommager le poil. Et puis, ce serait très dommage, juste parce qu'on est pressé de forcer tout ça. Laissons la solution faire le travail à notre place. Passons plus souvent à côté de notre baril à la place. Allons voir, constater si on peut le plonger un peu davantage, mais généralement, là, tout ça peut se faire quand même assez seul sans qu'on ait besoin de forcer. Alors, on est rendu au bain d'acide, aussi appelé le piclage. Qu'est-ce que c'est que le bain d'acide? À quoi ça sert? Ça sert à préparer votre peau. On vous l'a dit tantôt, le succès d'une étape dépend du succès de la précédente. Le piclage en fait partie. Alors, le piclage, le bain d'acide va ouvrir les pores, si on peut dire, de la peau et vont nous préparer convenablement à recevoir les étapes qui suivent, dont entre autres le tannage. Alors, c'est à ça qui sert surtout le piclage, quoique il nous sert aussi à faire gonfler notre cuir et tout ça, mais sa raison première, c'est de bien préparer notre étape de tannage pour la suite des choses. On a plusieurs alternatives à vous proposer comme recette de tannage. Alors, comme je vous disais tantôt, il n'existe pas juste une recette. Donc, comme recette de piclage, plutôt, désolé. Toutes ces recettes-là, on ne les passera pas toutes une par une ensemble. Vous avez avec vous un beau document qu'on vous a préparé. Par contre, il y a des produits avec lesquels vous serez peut-être moins confortable de travailler. Alors, ce sera à vous de choisir les produits avec lesquels vous êtes confortable. Elles fonctionnent toutes très bien, là, ces recettes-là. Il y en a une dont je vais vous parler particulièrement tantôt, mais elles fonctionnent toutes très, très bien. Et puis, ce sera à vous de choisir les produits avec lesquels vous êtes confortable de travailler. Autre chose que je veux vous parler avant de commencer, c'est la préparation de votre baril. La bonne façon de le faire, c'est pour mélanger nos produits dans le baril, on va utiliser de l'eau chaude. L'eau chaude va servir à dissoudre notre sel. Si notre sel est bien dissous, on a plus de chances d'atteindre notre pourcentage de salinité qu'on veut dans nos barils. Alors, l'eau chaude, on met nos produits, tous nos ingrédients dans le baril par la suite et on laisse reposer à température pièce. On laisse l'eau, le liquide revenir à température pièce avant de mettre nos fourrures dans le baril. C'est sûr que ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est la bonne façon de faire. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui allaient tout de suite commencer avec une eau température pièce.
je comprends, mais moi ici, aujourd'hui, vous m'avez engagé pour vous montrer la bonne façon de faire, et c'est celle-là, avec de l'eau chaude. Après ça, on laisse revenir à température pièce. Un autre point dont je veux vous parler, c'est la différence entre le sel fin, aussi appelé sel de table, et le sel non iodé. Le sel non iodé est beaucoup plus performant que le sel de table. Plus difficile à s'approvisionner, par contre, là, avec du sel non iodé, car vous allez retrouver ce sel-là pas mal juste à des endroits spécialisés comme chez BM Sport. Dans vos recettes, vous allez remarquer que vous avez besoin, par contre, de moins de ce sel-là que du sel fin. Je comprends que pour le faire venir, ça va vous coûter un petit peu plus cher. Donc, on vous donne aussi l'alternative. Toutes nos recettes vous donnent l'alternative avec les quantités nécessaires pour le sel fin. Lui, le sel fin, vous allez facilement pouvoir l'acheter dans des endroits où les restaurants s'approvisionnent. Donc, vous allez pouvoir avoir ça en grosse quantité sans problème. Je vais vous parler aussi d'acide sulfurique. Ceux qui connaissent un petit peu les acides comprendront que de l'acide sulfurique se retrouve aussi dans de l'acide à batterie. Donc, certaines personnes vont être tentées d'aller s'approvisionner chez des autoparts pour s'acheter de l'acide à batterie pour remplacer, entre guillemets, l'acide sulfurique. C'est vrai que c'est de l'acide sulfurique. Par contre, cet acide-là ne garde pas sa force. Alors, ce que ça veut dire, c'est que si vous faites une recette, par exemple, en janvier, avec de l'acide à batterie, puis que pour atteindre votre pH désiré, vous avez eu besoin de, exemple, 2 onces d'acide à batterie. Eh bien, si vous refaites la même recette au mois de mars, par exemple, bien, ça se peut que ça vous en prenne 3, 4, peut-être même 5 onces. Alors, ça devient très difficile de gérer une recette tout le temps la même parce que votre acide perd de son efficacité avec le temps quand même assez rapidement. Alors, si vous voulez travailler avec de l'acide sulfurique, pour la différence de prix, je vous conseille fortement de vous approvisionner dans des endroits spécialisés pour les produits de tannage comme chez BM Sport. Ensuite de ça, autre chose que je voulais vous parler. Il y a certaines rumeurs qui, naturellement, nous viennent sur Internet ou parfois de gens qui disent avoir plus d'expérience, qui ont déjà fait de l'expérience dans le tannage. Et certaines personnes disent qu'ils lavent leur peau dans le bassin de piclage. Alors, je ne vous conseille pas ça, mais vraiment pas. Je ne comprends pas d'ailleurs comment c'est possible. On a vu tantôt, on s'est parlé tantôt ensemble de pH. Alors, on sait que dans notre piclage, nous, ce qu'on veut atteindre, c'est un pH qui va être entre 1,5 et 2,5. Du savon, généralement, le pH d'un savon va jouer entre 5 et 7. Alors, si vous allez mettre du savon dans votre piclage, vous allez tout bousiller. Ne faites pas ça. C'est mon conseil. Vous ferez par la suite vous ferez ce que vous voudrez là, avec les conseils de vos vieux mononcles. Mais moi, je vous conseille de ne pas le faire parce que vous ne serez jamais capable d'atteindre le bon pH pour un piclage. Je vais vous parler d'un produit qui s'appelle le Transpacide. Le Transpacide, c'est un produit qui sert à gonfler aussi le cuir. Ça nous aide à faciliter l'amincissement du cuir. Alors, ce produit-là sert à ça, mais il sert également à ajuster notre pH. Alors, certaines de nos recettes, originalement, disons, vont arriver avec des pH peut-être trop bas pour ce que vous voulez obtenir. Exemple, un pH à 1, mais peut-être que vous êtes plus à l'aise de faire un piclage à pH 2. Alors, servez-vous du Transpacide sans mettre toute la recette complète dedans. Allez-y graduellement, prenez votre test pH avec votre languette de papier et puis ajustez votre pH avec le Transpacide pour le faire descendre. Parce que l'acide, comme on s'en est parlé aussi tantôt pour le pH, quand vous allez mettre le Transpacide, il va faire descendre votre pH. Le piclage
est un baril qu'on va pouvoir réutiliser jusqu'à 3 fois si vous le désirez. Alors, cette formation-ci, si vous n'apprenez que ça avec, ce sera déjà ça, vous allez entrer dans votre argent suffisamment. Parce que je dis 3 fois, mais il faut faire attention. Des petites choses qu'il va falloir tester assurément pour pouvoir réutiliser votre baril jusqu'à 3 fois. Premièrement, à un moment donné, il faut s'en départir parce que ça va être souillé, ça va sentir mauvais aussi. Alors, c'est pour ça que je vous dis à 3 fois, ça sera suffisant dans ce cas-là. Si vous n'avez pas de salinomètre, en fin de compte, le truc, c'est de réajuster votre solution en ajoutant 1/3 de tous les produits qui auront été dans votre recette originale. Donc, à votre deuxième baril, vous remettez votre niveau d'eau où il était originalement, parce que ça se peut, oui, que vous ayez perdu de l'eau, et vous rajoutez 1/3 de tous les ingrédients qui composent la recette originale, et puis vous reprenez votre pH, voir si tout est correct. Et si tout est correct, bien, on repart pour un deuxième baril comme ça. Ainsi de suite pour le troisième, mais après ça, on se débarrasse du baril, du contenu du baril, parce que après 3, là, à un moment donné, c'est correct d'économiser, mais ça a ses limites parce que, veut pas, là, comme je vous disais, ça sent, puis c'est souillé, c'est sale. Alors, on passe à une autre étape. Comme je vous disais, on ne passera pas au travers toutes les recettes. Par contre, il y en a une dont je veux vous parler. C'est celle du piclage avec l'acide oxalique. Pourquoi celle-là particulièrement? C'est elle qu'on va se servir pour tous les animaux qui ont une pigmentation rousse. Donc, les renards roux, les écureuils roux. Je vais même l'utiliser pour les martres, puis on va même l'utiliser aussi pour le chevreuil. Pour le chevreuil, lui, il faut faire attention. C'est quand même délicat. Je vous en ai parlé tantôt lorsqu'on parlait de salage. Les fourrures du chevreuil sont délicates. Alors, on va utiliser l'acide oxalique qui est beaucoup moins violente, si on peut dire, sur les fourrures. Si vous avez un peu d'expérience dans la taxidermie, ou non, même en tant que vous aimez regarder de la taxidermie, vous allez voir parfois des chevreuils qui vont avoir les cheveux, les poils tout croche, tout de travers. Pareil comme si on se levait le matin avec notre tête tout dépeignée. Et les gens se demandent comment ça se fait que les poils sont tout croche comme ça. C'est souvent dû à ça. C'est souvent dû au bassin de piclage. Les gens ont piclé avec des produits trop forts et puis ça fait en sorte qu'ils sont incapables de ramener ça à une belle peignure originale, si on peut dire. Alors, moi, je vous conseille fortement pour vos chevreuils d'utiliser le piclage à l'acide oxalique. Ce bassin de piclage-là, pour 10 gallons d'eau, vous allez utiliser soit 6,5 livres de sel non iodé, ou 10 livres de sel fin. Vous allez ajouter 7 onces et demie d'acide oxalique. Et comme je vous disais tantôt, pour ce qui est du transpacide, vous allez ajuster votre pH par la suite avec le transpacide. Donc, vous ne serez peut-être pas obligé de mettre jusqu'à votre 70 ml de transpacide, parce que je vous dirais que si vous mettez votre 70 ml de transpacide, ça devrait arriver à peu près à entre 1 et 1,5. Mais si c'est le niveau de pH que vous voulez atteindre, alors mettez le 70 ml de transpacide. Alors voilà ce qui complète le volet sur le piclage ou bain d'acide. On est rendu à une étape qui est optionnelle, celle du bain d'Alain. Alors, le bain d'Alain, à quoi sert-il? Il sert à faire gonfler notre peau, une fois de plus. Alors, tantôt, j'ai peut-être oublié de vous dire que à mi-trempe, c'est-à-dire après, disons, une douzaine d'heures dans le bain d'acide, le cuir aurait déjà commencé à gonfler. On va, dans ce temps-là, l'amincir un petit peu pour pouvoir le retourner au bassin, pour le refaire gonfler. Notre but, c'est tout le temps de refaire gonfler le cuir, comme je vous en avais parlé au tout début du cours. Le bain d'Alain sert aussi à ça,
de faire regonfler le cuir pour avoir plus de facilité à écharner le cuir, en fin de compte. Par contre, le bain d'Alain, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on recommande à utiliser. Avant, bref, là, le tannage se faisait juste avec de l'Alain. Okay? C'était révolutionnaire dans les années 70-80 peut-être, là, parce que on venait de découvrir ça, ça fonctionnait super bien. Par contre, par la suite, l'industrie a évolué. C'est comme dans n'importe quoi, là. Notre industrie aussi a évolué. Et puis, on s'est retrouvé avec des produits beaucoup plus performants que l'Alain. Tellement que maintenant, l'Alain n'est même plus considéré dans l'industrie comme étant un produit tannin. On s'en sert comme pré-tannage, appelons ça comme ça, parce qu'il ne va pas assez profond dans le cuir pour pouvoir le considérer comme étant un tannin, un tannage complet. Donc, c'est comme un pré-tannage, si on peut dire. Ce qu'il faut savoir de l'Alain, c'est que si vous ne tannez qu'avec ça, exemple, okay, là, comme les recettes qui traînent présentement sur Internet, si vous ne tannez qu'avec ça, l'Alain va rétrécir, a des risques de rétrécir notre fourrure, notre peau, notre cuir, jusqu'à 15 %. C'est quand même beaucoup, 15 %. Pour vous donner un exemple, là, un ours de 7 pieds, du nez à la queue, là, si on y enlève 15 %, ça veut dire que, mec, qu'il revienne chez vous, il va avoir 6 pieds. C'est quand même beaucoup, là. On a perdu un pied sur un ours. Alors, on ne conseille pas à personne de tanner juste à l'Alain. Okay? Par contre, si l'Alain est bien utilisé comme on va vous le conseiller de le faire ici aujourd'hui, il peut être très, très bon. Mais il y a quand même certains inconvénients à utiliser juste de l'Alain pour faire du tannage. Entre autres, c'est que l'Alain, si vous voulez faire de la taxidermie, par exemple, l'Alain va vous donner un bon étirement, communément appelé du stretch sur votre cuir. Par contre, c'est un stretch qui a une mémoire. Okay? Oui, il va l'avoir le stretch, mais aussitôt qu'on va le relâcher, il va revenir comme à sa place originale. En taxidermie, là, ça veut dire que ça va étirer tout le temps de partout. Puis ça va faire des bouches qui vont ouvrir, des yeux qui vont s'agrandir. Alors, il va y avoir une job de finition à n'en plus finir. Alors, c'est pour ça qu'on est capable maintenant de reconnaître de la vieille taxidermie, entre guillemets, de ces années-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail qui est fait à l'époxy, parce que le tannage a travaillé au séchage, il a étiré. C'est à cause d'un produit comme l'Alain. C'est aussi prouvé que l'Alain a une durée de vie plus courte dans le temps que les produits plus performants qui existent aujourd'hui. Alors, oui, quand vous allez remettre la peau à votre client, si vous n'avez utilisé que de l'Alain, ça va être super beau, mais ça va être super beau pendant quelques années seulement. Alors, on a maintenant à porter des nouveaux produits. Moi, je considère qu'on est mieux de les utiliser pour garder une durée de vie plus longue à nos fourrures. Alors, pour ce qui est de la recette du bain d'Alain, on a, pour 10 gallons d'eau, on va mettre 10 onces de sulfate d'aluminium et 5 livres de sel. On va laisser tremper 1 heure. 1 heure, là, ça va être suffisant pour refaire gonfler votre cuir et par la suite l'amincir à l'écharneuse. Par la suite, vous allez rincer votre peau et vous allez continuer votre processus avec le processus du tannage qu'on va voir un petit peu plus tard. Alors, on approche la fin de notre processus de tannage. On est rendu au tannage. Maintenant que notre peau a été super bien préparée pour recevoir les produits qui vont faire en sorte que notre cuir va durer quand même très longtemps. Alors, pour ce qui est du tannage, ça aussi, on a plusieurs alternatives.
Je vous en présente deux aujourd'hui. Une qui est à usage unique, donc on s'en sert une fois et on doit s'en départir par la suite. Et une autre que vous allez pouvoir réutiliser jusqu'à 3 fois. Alors on commence avec la solution à usage unique. Il y a plusieurs produits. C'est très performant. C'est sûr que c'est plus coûteux, surtout qu'on peut l'utiliser juste une fois, mais comme je vous dis là, elle est très performante. Alors, c'est celle que vous avez dans vos documents qui s'appelle Tannage avec Solutan 2000. Alors, pour 10 gallons d'eau, on va mettre 9 livres et quart de sel fin, 1 quart de livre de dégracide, 1 quart de livre de Solutan 2000, 70 ml d'acide formique. Puis, on va maintenir, ça devrait nous donner un pH qui serait autour de 2,5. On va laisser tremper nos pots là-dedans pendant 3-4 jours. Par la suite, on va ajouter à cette solution-là. Alors, ce n'est pas un nouveau bassin, là. On ajoute dans le même bassin, dans l'ordre, du Solutan 2000 pour 1 quart de livre, du Neutrasium pour 1 quart de livre. Le Neutrasium, soit dit en passant, dans ce cas-ci, ce n'est pas un produit pour neutraliser votre solution. Le Neutrasium peut servir, il y a différentes fonctions. Et sa fonction dans cette recette-ci, c'est d'aller fixer les tanins dans le cuir. Alors, c'est un très bon produit, le Neutrasium, pour ça. Alors ça devrait nous donner un pH qui va tourner autour de 3,5. Là, on va laisser tremper nos fourrures là-dedans pendant environ 4 heures. On revient et par la suite, on va rajouter, une fois de plus, dans l'ordre, de l'activateur 2000 pour 1 quart de livre, mixture d'Herme S pour 135 ml, et puis le bicarbonate de soude pour 1 once que vous voyez dans votre recette. Je vais vous dire, ça se peut que ça vous prenne 1 once, mais ça se peut que ça vous en prenne moins aussi. Ce que je veux que vous fassiez avec le bicarbonate de soude, c'est d'ajuster votre pH à 4,5. Alors, si votre pH est déjà à 4,5, laissez faire le bicarbonate de soude. Mais ça se peut que vous en ayez besoin un petit peu. Alors, vous allez ajuster votre pH à 4,5. De là, vous allez laisser tremper vos fourrures au minimum une journée. Ça peut aller jusqu'à 1 semaine. Donc, ajustez votre horaire pour faire en sorte que vous puissiez arriver, que ça vous adonne à vous là, de sortir vos pots. C'est dans 3 jours, ce sera dans 3 jours. Mais c'est sûr que dans ce cas-ci, plus ils vont tremper longtemps, meilleure qualité vous aurez pour cette solution-là. Ensuite de ça, je veux vous parler de l'autre solution de tannage. Celle-là aussi est avec le Solutan 2000, mais c'est une solution qui sera, entre guillemets, réutilisable jusqu'à 3 fois. Alors, pour 10 gallons d'eau, on va incorporer 9 livres et quart de sel fin, 1 demi-livre de Solutan 2000, 135 ml de mixture d'Herme S, et 1 quart de livre de Neutrasium. Ça devrait nous donner une solution qui aura un pH entre 3,5 et 4. On va laisser tremper nos pots dans cette solution-là entre 12 et 24 heures. Et ce sera suffisant. Comme je vous disais tantôt, elle est réutilisable. Comment on fait pour la réutiliser? Bon, là, c'est sûr que dans notre première batch, il va y avoir des produits qui vont avoir été absorbés par les pots. Alors, c'est difficile de gérer combien de Neutrasium, combien de mixture d'Herme S nos pots ont absorbé. Alors, on va utiliser ce que j'appelle la règle du tiers. Alors, on va remettre pour nos deuxièmes bassins, on va remettre le niveau d'eau au niveau du départ. Donc, si vous aviez 30 gallons, vous allez remettre ça au niveau de 30 gallons. Et puis, vous allez remettre 1 tiers de chacun des ingrédients
qu'il y avait originalement dans votre recette. Alors, comme ça, vous allez pouvoir utiliser jusqu'à 3 fois vos barils et après ça, on se départit de nos barils. Alors voilà pour notre volet tannage. Nous voilà maintenant à l'étape du retannage. C'est optionnel cette étape-là. Pourquoi? Ben, parce qu'on peut la sauter sans problème, mais moi, ce qui m'a été dit par mes élèves antérieurs, c'est que je devrais tout le temps le suggérer très fortement parce que leur expérience nous amène à croire et à dire sans trop de gêne que ça donne un bien meilleur résultat d'utiliser une recette de retannage suite au tannage. Alors, on vous a mis une recette, c'est quand même très simple. La solution de retannage pour 10 gallons d'eau, on utilise 7 livres de sel fin, 35 ml de xylitane et 100 ml de mixture d'herbe CVN3. On laisse tremper ça pendant une nuit et puis voilà, le tour est joué. C'est la fin de l'étape du retannage. Alors, on est rendu à l'étape de la neutralisation. Ce volet-ci va être séparé en deux. C'est-à-dire qu'on va parler de la neutralisation des fourrures et on va parler également de la neutralisation de nos solutions de tannage et de piclage. On va commencer par la neutralisation des fourrures, à laquelle j'accorde une importance incroyable. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas nécessairement de la neutralisation il y a de ça quelques décennies. Et c'est entre autres pour ça qu'on voit présentement de la taxidermie qui éclate de partout, donc qui craque au niveau des yeux, qui craque au niveau de la bouche, les oreilles qui fendent. Alors, pourquoi ça fait ça? C'est que si on ne neutralise pas, le tannage, lui, il continue de travailler dans le cuir. Alors, son processus continue, et ça fait vieillir le cuir prématurément. Alors, la neutralisation, hyper important. Je vous ai mis 3 recettes dans vos documents. Ceux-ci sont par ordre de performance, si on peut dire. Alors, la solution numéro 1, ça se trouve être notre solution la plus performante. Donc, pour 10 gallons d'eau, on va ajouter 1 once de produit qui s'appelle le sal soda, 5 onces de neutrasium et 100 ml de saffuron. On va laisser tremper nos pots une trentaine de minutes, mais on va aller les brasser quand même assez régulièrement. Je vous dirais au moins aux 10 minutes, là, on va aller brasser toutes ces fourrures-là pour être sûr que tout le monde a bien nagé dans notre solution de neutralisation. La deuxième solution de neutralisation, beaucoup plus simple, pour 10 gallons d'eau, on va ajouter 5 onces de sal soda. Et puis, on va laisser tremper pendant 30 minutes. La même chose, on va brasser nos fourrures à toutes les 10 minutes. Si jamais il vous arrive de ne pas avoir de disponible soit tous les produits qui font partie de la solution de neutralisation numéro 1 ou du sal soda pour la solution numéro 2, il vous est possible de neutraliser avec du bicarbonate de soude, communément appelé de la petite vache. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal, c'est beaucoup moins performant que le sal soda qui va aller fixer les tanins lui aussi dans le cuir, mais au moins avec le bicarbonate de soude, vous aurez quand même neutralisé le tannage dans votre cuir. Alors, vous pourrez vous dépanner avec ce type de solution. Je vous avais dit qu'on avait 2 volets à cette section. Eh bien, là, on va parler de la neutralisation de nos barils, de nos solutions, que ce soit les solutions de piclage ou de tannage. Alors, c'est quand même important de les neutraliser eux aussi avant de vous départir de vos solutions. Ce que ça va faire, on va ajouter soit du bicarbonate de soude ou du sal soda dans nos bassins pour faire augmenter le pH à 7, 8, 9, disons. Comme ça, au moins, on ne rejettera pas de solutions acides dans l'environnement. Par contre,
le côté salin, toute la salinité qu'il y aura dans ces solutions-là ne sera pas neutralisée par le soda. Alors, je vous conseille donc de ne pas vous départir de vos solutions dans vos installations de maison, donc parce que le sel endommage la tuyauterie. Le soda qu'on va avoir mis pour neutraliser notre acide endommage, quant à lui, les fosses septiques. Alors, faites attention à ça. Peut-être qu'il y a dans votre municipalité, il y a des installations sanitaires qui acceptent ce genre de produits. Alors, je vous conseille de vous informer auprès de votre municipalité. Pour conclure, peut-être un petit truc pour vous, avant de mettre votre soda, peu importe lequel vous allez utiliser, que ce soit du salt soda ou du bicarbonate de soude, si vous voulez le mettre directement dans vos barils, prévoyez-vous de l'espace parce que un produit très alcalin avec un produit acide, le mélange des deux va former un dioxyde de carbone, puis ça va faire donc une grosse mousse. Et si vous n'avez pas prévu l'espace nécessaire, vous allez avoir un joli dégât que je n'irai pas ramasser chez vous sur votre plancher. Alors, préparez-vous un bon espace. Sinon, un autre petit truc qui peut vous éviter le gonflement de cette mousse-là, c'est de pré-mélanger le soda avec de l'eau dans un contenant et de le verser tout doucement dans vos barils. Ça va faire le même travail, ça va neutraliser, mais ça va moins provoquer de dioxyde de carbone et de grosses mousses pour éviter les dégâts. Ça, c'est la fin de notre volet sur la neutralisation que je considère très importante. Le volet des lavages de fourrure. Le lavage, je sais que plusieurs personnes ne l'utilisent pas et pourtant, c'est quand même l'image de votre entreprise, si jamais vous avez une entreprise. Mais quand même, les animaux, même si les fourrures ont trempé des heures dans nos bassins, que ce soit de pilage ou de tannage, je crois qu'ils méritent quand même une belle petite finition. On vient de travailler fort là, sur nos fourrures. Alors, pour finaliser tout ça, de les laver, question qu'il y ait un bon petit parfum et que les fourrures soient souples. Idéalement, un bon petit lavage, ça va leur redonner une beauté, disons. Alors, pour ne pas endommager tout le travail qu'on vient de faire avec nos produits, je vous conseille fortement d'utiliser des savons qui sont spécialisés pour nettoyer la fourrure. Parce que ça peut arriver que certains produits ne soient pas compatibles avec des produits qu'on a préalablement utilisés. Tous les savons qui sont en vente chez BM Sport Distribution pour le nettoyage des fourrures ont été testés. Le pH a été testé. On les a testés sur plusieurs fourrures avant de les mettre en vente. Alors, je vous conseille fortement l'utilisation de savons spécialisés pour ça. On a quelques solutions de lavage à vous offrir. Donc, pour 10 gallons d'eau, on peut utiliser 135 ml de Safuron, 70 ml d'un produit qui s'appelle le Deodorizer Wash. C'est un savon qui est hyper parfumé, qui est même tellement bon qu'il va enlever même les odeurs de moufette et de coyote, de renard. Alors, il y a des petites odeurs, des fois, que certaines personnes ont le nez un petit peu plus fin que d'autres qui vont être capables d'aller détecter. Le Deodorizer Wash, habituellement, il en vient à bout. Alors, suite à ça, si vous voyez que vos fourrures sont encore peut-être grasses, prenez pas de chance, ajoutez-y un 135 ml d'un produit qui s'appelle le Camsol Degreaser. Et puis, vous allez pouvoir nettoyer dans cette solution-là pendant 30 minutes, laisser baigner vos fourrures pendant 30 minutes. On fait la même chose qu'on a fait préalablement, c'est-à-dire qu'on va aller brasser nos pots aux 10 minutes pour être sûr que tout le monde a bien nagé dans nos bassins. La solution de lavage numéro 2, tant qu'elle est beaucoup plus simple, pour 10 gallons d'eau, on ajoute 200 ml de BM 4 en 1 parfumé. Alors, il est déjà parfumé. On sait que nos peaux sont quand même pas trop grasses, ils ne sentent pas trop mauvaises. Alors, c'est juste une petite solution peut-être plus économique à utiliser, mais qui fait grandement la job.
Les quantités nécessaires de solutions pour préparer nos bassins de tannage. Nous autres, on a fait un tableau pour vous aider à gérer tout ça. Pourquoi? Parce que de trop en faire pour rien, vous allez dépenser des sous aussi pour rien. Alors, ce beau petit tableau-là, moi, là, je veux que vous gardiez ça dans votre atelier très, très, très précieusement. Ça va toujours vous servir. On a mis dans ce tableau-là les animaux qu'on tanne le plus souvent ici en Amérique du Nord. Alors, je vous donne un exemple de comment se servir de ce tableau-là, c'est-à-dire que si vous êtes prête un bon samedi après-midi à vous partir du tannage et que vous dites, bon, moi j'ai 3 castors à tanner, alors je me prépare une batch, mais là, voir comment je fais, là, je fais-tu un 20 gallons? Bien, allez voir sur votre liste. Là, vous allez constater que pour un castor, vous avez besoin de 3 gallons par castor pour qu'il puisse assez bien nager dans votre bassin. Donc, si vous avez une 3 castors à faire, n'allez pas vous faire un 20 gallons ou un 30 gallons. Un 10 gallons sera suffisant parce que si vous avez besoin de 3 gallons, 3 castors, 3 x 3, 9, donc dans un 10 gallons, vous allez en avoir suffisamment. Donc, vous allez moins gaspiller de produits, moins gaspiller d'argent aussi. On est rendu au processus de finition des pots. On va passer là-dessus très brièvement parce que oui, on pourrait faire une formation juste là-dessus, mais on n'aura pas le temps. Et puis moi, je veux quand même vous enligner un petit peu sur les étapes à suivre pour que vous puissiez bien finir vos pots. Alors, après avoir neutralisé et nettoyé nos pots, on va les laisser suspendre sur une perche afin qu'elle s'égoutte bien. Naturellement, avant d'ajouter de l'huile, moi, je vous conseille de vous organiser pour que le cuir soit à une humidité d'environ 20 %. Je sais, vous n'aurez pas d'outils pour mesurer ça. Votre expérience va vous mener à dire, bon, OK, là, on est prêt à étendre l'huile, ou ben non, là, on n'est pas prêt, ils sont encore trop humides. Certains vont dire, ah, mais c'est pas grave, ils sont encore humides. Oui, c'est grave. Pourquoi? Parce que l'eau qui est contenue dans le cuir va prendre la place de l'huile que vous voulez y faire pénétrer en fin de compte. Alors, s'il y a trop d'eau, l'huile ne pénétrera pas bien et puis ça va faire peut-être une peau qui va être moins souple. Si par contre vous la faites trop sécher, un peu le même problème, l'huile ne voudra pas pénétrer parce que là, le cuir a commencé à être trop sec. Alors là, vous allez avoir des petites difficultés à faire pénétrer votre huile. Parlant de pénétration d'huile, moi, je vous dis que je vous suggère de faire réchauffer votre huile. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'il y ait des bouillons, vous mettez ça dans un chaudron et qu'il y ait des bouillons, mais juste la faire réchauffer pour qu'elle se liquéfie un peu. Ça va permettre l'absorption dans le cuir plus facilement du liquide huileux. Des huiles chez BM Sport Distribution, on doit en avoir environ une dizaine de sortes. Pourquoi? Bien, parce que c'est un peu comme quand vous arrivez devant le rayon des soupes aux légumes chez IGA. Il y en a pour tous les goûts. Alors, chez BM Sport, des huiles, il y en a pour tous les goûts aussi. Par contre, si vous vous retrouvez un petit peu mêlé devant les pages là où on offre des huiles dans notre catalogue, bien, je vous conseille de nous appeler. Ça va nous faire plaisir de vous conseiller. Alors, une fois qu'on sera prêt à étendre généreusement de l'huile sur notre cuir parce qu'il va être humide à 20 %, on va tout étendre ça partout. Et par la suite, on va replier cuir sur cuir. Pourquoi? Bien, on veut éviter que cette huile-là sèche trop rapidement. Alors, on replie ça cuir sur cuir et on attend 6 à 8 heures environ avant de les réouvrir avec le côté cuir vers le ciel, si on peut dire. Et puis, vous allez les resuspendre sur votre perche de bois et puis attendre que l'huile pénètre avec le temps. Le temps, il est très relatif dans ce cas-là.
Si vous me demandez combien de temps ça prend, je ne le sais pas. Vous non plus, vous ne le saurez pas et ce ne sera jamais pareil. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun cuir qui a la même densité d'un animal à l'autre, même du même espèce. Le cuir n'aura pas la même densité. Il n'y aura pas la même humidité dans votre atelier. Alors, on ne peut pas savoir à quelle vitesse ça va sécher et à quelle vitesse ça va pénétrer. Alors, laissez le temps faire. Passez régulièrement à côté de vos pots. Puis éventuellement, vous allez voir à un moment donné un petit rond plus blanc sur votre pot. Alors là, ça veut dire que ça commence à pénétrer. Alors, commencez tout de suite le travail. Moi, c'est ce que je fais. Je commence le travail tout de suite. Je commence à étirer les fibres. Puis là, votre rond, juste en l'étirant comme ça, va agrandir tranquillement, pas vite. Et au bout de quelques jours, bien là, votre peau sera l'huile sera complètement absorbée par votre peau. Ensuite de ça, ce que vous pourrez faire, ce serait de commencer à briser les fibres autrement que juste par l'étirement. Ce qui peut être fait quand même assez facilement, c'est de prendre la peau sur le côté cuir et de la frotter sur un coin de table, idéalement pas trop arrondi. Si le coin de table est vraiment à 90, ça va être encore plus efficace. Alors, on va briser des fibres de cette façon-là. Vous pouvez également briser des fibres avec une grosse brosse d'acier en frottant sur le côté cuir. Ça aussi, ça fait le travail. Là, on arriverait à l'étape de peut-être sabler votre côté cuir. Alors, il y a des places où vous allez pouvoir sabler parce que vous avez un petit peu plus épais de cuir. Faites attention, s'il y a des endroits où vous avez trop aminci, n'allez pas sabler là parce que là, vous allez atteindre les racines de poils. On ne veut pas ça. Alors, faites attention avec la sableuse. Et puis, ben, si vous avez la chance d'être équipé d'une baratte, alors là, ce serait rendu à cette étape-là qu'on va mettre les fourrures dans la baratte, puis on va laisser tourner ça pendant 6-8 heures. Et puis les fibres vont continuellement se briser et ça va faire en sorte que vos fourrures vos cuirs vont être plus souples. Alors voilà, c'est les conseils que j'avais à vous donner sur le processus de finition des peaux. J'espère que ça vous a aidé. Alors, suite à tout ce qu'on vient de voir ensemble, si ça vous a découragé un petit peu, si vous ne pensiez pas que c'était aussi complexe que ça, le tannage, eh bien, il y a moyen que ce soit beaucoup plus facile. C'est sûr que ce sera quand même du tannage artisanal, mais chez BM Sport, on vend quand même des kits pré-mélangés qu'on n'a qu'à verser dans un bassin d'eau et puis laisser tremper les fourrures. Puis ça va tanner, vos fourrures vont être préservées quand même pendant plusieurs années sans problème. C'est juste que ça ne pourra assurément pas donner le travail parfait de tout ce qu'on vient de voir, toutes les étapes qu'on vient de voir. Mais c'est quand même faisable et c'est quand même assez curieux de voir la satisfaction des clients qui ont avec les kits. Comme je vous donne un exemple, le TAN 101. Le TAN 101, celui-là, on va le conseiller pour ceux qui ont des montages de taxidermie à faire. Il est pas mal spécialisé là-dedans. Ensuite de ça, le monotane, un peu la même chose. Vous pouvez faire des montages de taxidermie ou du tannage également de finition. Ensuite de ça, on a le BM Tanning Kit ici. Le BM Tanning Kit, lui, vous allez avoir des huiles aussi à l'intérieur pour pouvoir finir vos peaux, tandis qu'avec les autres, vous allez devoir acheter les huiles séparément. Donc, le BM Tanning Kit va pouvoir vous servir pour pas mal tous les types de petits mammifères. Et puis, on a le BM Bear Tanning Kit. Lui, on avait besoin d'une plus grosse solution, donc on a fait une plus grosse quantité de poudre pour vous. Mais là-dedans aussi, vous allez avoir vos huiles nécessaires, vos savons, votre poudre neutralisante également. Alors, tout ça, c'est disponible chez BM Sport. Puis si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas sur ces produits-là à nous appeler. Ça va nous faire plaisir de vous aider.
Alors, on va parler de nettoyage et d'entretien de vos fourrures. Vous allez avoir des clients éventuellement qui vont vous demander comment je fais maintenant pour nettoyer et entretenir ma fourrure. C'est quand même assez simple. Vous allez avoir besoin d'une balayeuse qui va pousser de l'air ou un compresseur qui va pousser de l'air pour propulser sur votre côté fourrure pour enlever la poussière à l'intérieur de la fourrure. Ça va aller super bien, même si vous avez une fourrure quand même assez longue. Avec ça, on va pouvoir se débarrasser de la poussière. Pour ce qui est des gras qui peuvent s'accumuler sur une fourrure, là, on va avoir besoin d'acétone. L'acétone, c'est un produit qui est volatile, donc on ne mouillera pas le cuir avec ça. Alors, vous allez prendre de l'acétone, vous allez mettre ça soit sur un linge blanc en coton ou peut-être même un Scott Towel, puis vous allez passer ça sur votre fourrure, puis ça va enlever les gras, vous allez le voir, là, surtout si votre linge, avec un linge blanc, là, vous allez tout voir ce que vous allez ramasser. Vous allez faire ça 1 ou 2 fois par année. C'est quand même assez important si on veut une certaine longévité de nos fourrures. Alors, avant de conclure, j'aimerais vous rassurer sur quelques petits points. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que non, vous n'êtes pas responsable de toutes les pertes de poils que vous aurez sur vos animaux ou sur vos peaux que vous recevrez à l'atelier. Vous avez un certain contrôle, oui, sur le calibrage de vos recettes, lesquelles on a vues aujourd'hui ensemble. Ça, oui, vous avez la totale responsabilité de ça. Par contre, il y a certains de vos clients qui vont vous cacher de l'information quand même assez pertinente. Des fois, c'est volontaire, des fois, ça ne l'est pas. Alors, vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Vous allez avoir aussi des clients qui ne savaient tout simplement pas quoi faire avec les animaux ou les fourrures avant de les apporter à votre atelier. Vous allez avoir d'autres types de clients également. Vous allez avoir celui qui pensait bien faire, mais que dans le fond, il a fait tout croche. On a plusieurs exemples. Entre autres, vous allez avoir le client qui va avoir trappé un coyote en hiver et puis pour le garder au frais, il s'est fait dire, lui, de l'enterrer dans la neige. Ça va le garder au frais. Erreur, parce que la neige, ça isole. Alors, c'est pas pour rien qu'on se fait des igloos avec ça. Alors, le coyote va finir par chauffer. Le soleil va plomber sur la neige. Et puis, même si on pense qu'il est au frais, il ne l'est pas. Alors, les bactéries vont commencer à se multiplier. Et oui, il peut y avoir de la perte de poils une fois rendu chez vous. Vous allez avoir aussi les gens qui auront salé les peaux, mais qui ne l'auront pas fait comme nous, on vous l'a montré. C'est-à-dire qu'ils vont les avoir salés avant de les avoir dégraissés. Qu'est-ce que ça va produire? Le sel, on sait maintenant, le sel fait sortir l'eau d'un gras. Donc là, le gras est encore là. Alors, on va juste sortir l'eau du gras et non l'eau qui est dans la peau de l'animal. Puis en plus, il y en a qui vont ajouter une autre étape, une autre mauvaise étape, c'est qu'ils vont se dire, j'ai entendu dire que finalement, on peut mettre ça au congélateur. Non seulement ils vont l'avoir salé gras, mais ils vont aller le mettre au congélateur en pensant qu'ils font bien les choses, parce que le congélateur va geler la peau. Non, ça ne gèlera pas, c'est salé. Hein? On en met du sel, nous, sur nos trottoirs l'hiver pour faire fondre la glace. Alors, c'est le même principe dans votre congélateur. Ça ne fera pas geler votre peau. Alors, les bactéries peuvent, une fois de plus, continuer leur travail et se multiplier, même si c'est dans le congélateur. Vous aurez aussi les trappeurs. Les trappeurs qui vont vous arriver avec des canidés comme le coyote, le renard. Ils sont déjà porteurs de bactéries. Ce sont des carnivores, des animaux carnivores. Ils sont déjà porteurs de bactéries, ces coyotes-là, ces renards-là. Alors, on n'a pas le trappeur consciencieux va aller lever ses pièges quand même régulièrement, mais quand même, souvent, le travail des bactéries va avoir commencé parce qu'étant porteur de bactéries, s'il tombe sur la neige, comme je vous disais tantôt, la neige va isoler l'animal. Donc, avant qu'il se refroidisse, qu'il gèle, ça peut prendre un certain temps. Et puis là, les bactéries, une fois plus, vont avoir commencé leur travail. Donc, ce n'est pas nécessairement volontaire de la part du trappeur, mais c'est encore moins volontaire de votre part. Vous n'avez pas le contrôle donc là-dessus.
J'ai essayé de répondre à vos questions le plus possible aujourd'hui. Je sais que vous aurez quand même certaines interrogations. Inquiétez-vous pas, on va être là pour répondre à ces interrogations-là si on a les réponses, naturellement. Alors, je vous invite à m'écrire ou à m'appeler. Ça va me faire plaisir de vous aider. Et puis là, maintenant, ben, c'est à vous de faire vos devoirs. Vous allez devoir choisir vos recettes avec lesquelles vous êtes à l'aise de travailler. Et puis, je vous invite à télécharger le catalogue de BM Sport Distribution sur www.bmsport.com. Comme ça, vous allez pouvoir faire votre petite liste d'épicerie en ayant choisi vos recettes et puis en voyant les produits qui sont disponibles chez BM Sport. Et puis, par la suite, ben, on se reparle soit au téléphone ou par écrit. Et puis, ça va me faire plaisir, une fois de plus, de répondre, peut-être même vous aider à faire votre petite liste d'épicerie. C'est ainsi que se termine la formation sur le tannage de fourrure. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir vous aider. J'espère sincèrement que vous allez avoir du plaisir autour de vos barils. En mon nom personnel et au nom de BM Sport Distribution, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite du succès dans votre tannage.